docteur Anne Stubner-Delbach, responsable de l'ERI, avec à mes côtés Mélanie Accardo, qui est accompagnatrice en santé, que vous connaissez depuis longtemps. Pour la première fois dans l'histoire de notre structure, nous allons avoir une conférence réunion qui est enregistrée, filmée, et qui sera ensuite disponible sur Internet. L'ERI est l'intervenant, parce qu'il dit quelque chose, le docteur William Jacot signale qu'il a donné son accord. L'ERI a plusieurs missions, évidemment, d'accueil, d'écoute. Physiquement, il est localisé dans le bâtiment A, le bâtiment principal de l'ICM, et il a pu être créé grâce au soutien de la Ligue contre le cancer et de Sanofi. Au niveau de l'ICM, nous avons plusieurs missions, ce que vous ne retrouverez pas forcément dans d'autres ERI en France. Une mission d'accueil, d'écoute, mission aussi d'information. Plus de 200 documents sont à votre disposition, aux dispositions des patients et aussi de leur entourage. Ces documents ont tous été validés par les médecins de l'ICM et mis à jour régulièrement. Chaque année également, l'ERI organise 3 conférences, réunions, débats comme celle-ci. Et pour la première fois cette année, en novembre, nous allons tester une nouvelle modalité d'organisation avec la création de goûters de l'ERI. Le 16 novembre après-midi, Mélanie Accardo, avec Patrice Champoiral, qui est psychologue dans l'établissement, va animer ce fameux goûter. Et si vous souhaitez plus d'informations concernant cet événement, je vous invite à rencontrer Mélanie Accardo à la fin de la conférence pour lui poser toutes les questions et avoir toutes les précisions concernant cet événement. Sans plus tarder, je vais passer la parole à votre intervenant. Nous avons la grande chance d'accueillir le docteur William Jacot, qui est oncologue et scénologue dans cet établissement, et qui va vous parler hormones, anti-hormones et cancer du sein. Et je vous remercie de bien vouloir l'accueillir maintenant. Donc, histoire de ne pas vous présenter systématiquement mon dos, je vais me mettre de ce côté plutôt, ce qui me permettra de pointer d'une main et d'autre part de continuer à pouvoir interagir avec vous. Le thème du jour, donc hormones, anti-hormones et cancer du sein, c'est pas tout à fait neutre, puisqu'on est au mois d'octobre. Et que ça fait quand même plusieurs années qu'a été lancé Octobre Rose, un mois au sens large dédié à la sensibilisation vis-à-vis du cancer du sein, parce qu'on y reviendra très rapidement au milieu de la présentation. On sait que le dépistage et le diagnostic le plus précoce possible a une incidence sur les chances de guérison, et vous le verrez rapidement, la couverture de ce dépistage n'est pas aussi idéale que ce qu'on l'espérerait. Donc le thème du jour est un thème qui réunit beaucoup de fantasmes au final. Hormones au sens large. Et souvent on dit, docteur, ne me donnez pas des hormones. Il faut faire un peu le tri. Anti-hormones et cancer du sein. Avec, là c'est un peu les questions fréquentes qui étaient revenues la dernière fois que j'avais fait mon exposé. Et on se rend compte qu'il y a plein de questions depuis des questions environnementales jusqu'à des questions beaucoup plus de compréhension de comment ça marche. Donc j'ai essayé d'intégrer tout cela, plus les retours que j'ai eus ces dernières semaines dans la présentation pour essayer d'aplanir le maximum de questionnements qui ont été formulés. Si des questionnements restent en cours à la fin de l'exposé, bien entendu, je reste là pour qu'on y réponde ensemble. Alors, on va rester dans le cadre, je vais faire de l'inégalité des sexes, soyons clairs, on prône l'égalité, on va faire de l'inégalité, pour une fois on va parler du cancer du sein de la femme uniquement, ce qui est quand même pas forcément rendre service à tout le monde, puisque 1% des cancers du sein arrivent chez l'homme. On va commencer par essayer de balayer ce qui sert le plus grand nombre et se concentrer sur les 99% de cancers du sein qui arrivent chez la femme et quel est l'impact des hormones féminines sur ces cancers. Tout d'abord, pour balayer rapidement, hormones au sens large, une hormone c'est quoi ?
Une hormone, c'est une molécule qui va être produite par l'organisme, par certains organes qu'on appelle des organes endocrines, qui va être relarguée dans le sang et qui va diffuser par le sang jusqu'à des organes cibles qui, eux, vont être sensibles à ces hormones et produire un effet. Et les hormones, il y en a de tout type, depuis les hormones thyroïdiennes jusqu'à l'insuline. Pour être schématique et clair, dans le cancer du sein, les seules hormones qui nous intéressent directement sont les hormones féminines, les œstrogènes et la progestérone. Et chez la femme, on décrit classiquement 3 périodes distinctes d'imprégnation hormonale. La période prépubertaire, la période qui s'étend de la puberté à la ménopause, qui est la période dite d'activité ovarienne, puisque ce sont les ovaires qui produisent ces hormones, et la période postménopausique, et on va les aborder successivement, avec ces 2 hormones pivots, l'œstradiol et la progestérone, toutes 2 produites par les ovaires. Comment est-ce que ça marche? Avant la puberté, globalement, rien ne se passe. Il existe des bruits de fond extrêmement faibles d'hormones féminines produits par des mécanismes accessoires, mais les ovaires n'ont pas été mis en activité, sont au repos. Donc, vous n'avez quasiment pas de sécrétion hormonale et les caractères sexuels primaires et secondaires, du coup, ne vont pas être développés. On entend par là tout ce qui est modification de la personne en rapport avec les hormones féminines chez les femmes ou masculines chez les hommes. Et le sein en fait partie. Le tissu du sein est sensible aux hormones et avant la puberté, vous n'avez pas de développement du sein. Les premiers signes de puberté étant le développement de la pilosité féminine, le développement des seins et l'apparition ensuite des règles. Donc, un tissu mammaire qui n'a pas à réagir aux hormones, qui est jeune, ce qui fait qu'il est exceptionnel d'avoir des cancers du sein chez la fillette non ménopausée, bien sûr, chez la fillette prépubertaire et même après pendant la puberté. Et le développement mammaire il est généralement réduit à son minimum. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Et ça, c'est assez important pour comprendre la physiologie des hormones féminines. Ces hormones-là, elles ne sont pas, une fois que les ovaires ont démarré, elles ne sont pas sécrétées de manière anarchique. Il y a un contrôle très strict, par différents étages, de la production des œstrogènes et de la progestérone de manière cyclique. Tout commence au niveau d'une zone à la base du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, qui va aller produire de manière très cyclique ce qu'on appelle la LHRH, ou GnRH, comme vous voulez, enfin des noms barbares. Retenez que cette petite hormone, qui n'a qu'un seul but, c'est d'aller stimuler l'hypophyse, est sécrétée de manière très épisodique sur quelques minutes, d'un cycle d'à peu près 90 minutes. Il faut voir ça comme un métronome. L'hypothalamus se met à battre le métronome de sécrétion de la LHRH, qui, de proximité, va aller juste en dessous, aller stimuler l'hypophyse. L'hypophyse qui, du coup, va être réveillée, va être activée par cette sécrétion, cette pulsation de LHRH et aller produire 2 hormones, entre guillemets, puisqu'elles vont aller exercer leur fonction plus loin, qui sont la FSH et la LH. Ces 2 hormones, qui n'ont aucun effet direct sur les seins, vont circuler dans le sang et aller stimuler les ovaires pour, à chaque cycle, en fonction de leur taux respectif, aller différencier un ovocyte qui va donner un ovule pour permettre à chaque cycle d'avoir un ovule qui arrive dans l'utérus et une chance de fécondation. Puisque globalement la période d'activité génitale, d'activité ovarienne, se superpose avec la période de fertilité. Les ovaires marchent à la fois pour produire les hormones, mais aussi en parallèle pour produire un ovocyte à chaque cycle, et à chaque cycle donner une chance de grossesse. Donc l'hypothalamus stimule l'hypophyse qui va stimuler les ovaires. Ces ovaires en retour vont aller sécréter, on le verra juste après, des quantités variables de progestérone et d'œstrogène qui vont aller circuler dans le sang et aller sur les tissus qui sont sensibles à ces hormones. Tous les tissus ne sont pas forcément sensibles aux œstrogènes, mais sur les tissus sensibles, aller déclencher des réactions, par exemple la prolifération de la glande mammaire
ou l'épaississement de l'utérus pour permettre, si un œuf arrive dans l'utérus, l'anidation et la grossesse. En parallèle, ces taux d'hormones vont remonter jusqu'à des capteurs au niveau de l'hypothalamus qui va suivre en temps réel les quantités d'œstrogène et de progestérone et adapter, si besoin, la production de LHRH et du coup la stimulation de l'hypophyse. Ça, c'est ce qui représente dans la période d'activité des ovaires 98% globalement de la production des œstrogènes et de la progestérone. Il existe une petite production au niveau des surrénales qui est marginale, du coup, qui représente à peu près 2% de l'ensemble de la quantité des œstrogènes produits, mais qui par contre devient extrêmement importante en post-ménopause. Je reviendrai juste après sur la diapositive précédente, puisqu'en post-ménopause, la ménopause est marquée par l'épuisement des ovaires, qui n'ont plus d'ovocytes, qui n'ont plus d'ovules à produire, qui arrêtent de répondre, donc elles ne répondent plus en n'émettant plus d'ovocytes, mais en même temps, elles ne sécrètent plus non plus ni d'œstrogène ni de progestérone. Et c'est ce qui explique la remodification des organes génitaux primaires ou secondaires au moment de la ménopause, la chute des œstrogènes avec des effets aussi évidents que les bouffées de chaleur, mais aussi le risque de prendre du poids, les modifications au niveau de la texture des seins, la sécheresse vaginale, etc. Il persiste pourtant en période post-ménopausique un petit peu d'œstrogènes qui sont produits par les surrénales. Les surrénales, si vous vous rappelez, c'est deux petites glandes qui sont au-dessus des reins et qui sont connues pour produire l'adrénaline en situation de stress et aussi la cortisone. Le cortisol est produit par l'organisme en permanence, c'est une hormone du stress et c'est les surrénales qui en sont responsables. La surrénale produit aussi un petit peu d'androgènes, donc d'hormones plutôt masculines, en petite quantité, et ça que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et chez la femme, ces androgènes, dans le tissu périphérique, donc globalement avant tout dans le tissu graisseux, vont être transformés par ce qu'on appelle l'aromatase, qui est une enzyme qui va transformer ces androgènes surrénaliens en œstradiol. Donc, après la ménopause, les ovaires ne fonctionnent plus, le taux d'œstrogène chute de manière très importante. Il persiste une petite production d'œstrogène liée à la transformation de ces androgènes surrénaliens à peu près dans tous les tissus de l'organisme, surtout dans les tissus graisseux. Juste un petit retour sur ce qui se passe avant, entre la puberté et la ménopause. Donc, ces sécrétions d'œstrogène et de progestérone vont être cycliques lors des cycles menstruels de la femme, avec un pic d'œstrogène au moment de la libération de l'ovocyte, et ensuite en seconde partie, sur la partie où l'ovocyte passe dans les trompes puis dans l'utérus, une prédominance relative de la progestérone, qui est là, progestérone, ça vient du grec. Alors je suis honteux, je fais partie de ceux qui ont fait ni latin ni grec, donc depuis que je suis en médecine, j'essaie de me rattraper, mais je pense que c'est du grec. Progestos, pro facilitant, gestos, la gestation, donc la grossesse. Cette progestérone qui va donner un peu plus d'activité que les œstrogènes en seconde partie de cycle, va préparer l'endomètre, donc la muqueuse à l'intérieur de l'utérus, pour qu'elle puisse accueillir l'œuf si l'œuf a été fécondé, pour permettre derrière d'avoir la gestation, donc la grossesse. S'il n'y a pas d'œuf fécondé qui va envoyer son signal, les deux chutent. À ce moment-là, l'endomètre qui a été hyperstimulé par les œstrogènes et la progestérone se retrouve privé de ses hormones, meurt, et c'est les menstruations, les règles, donc l'évacuation de la partie hyperproliférante de l'endomètre jusqu'à ce que ça recommence à être stimulé sur le cycle suivant. Quand vous n'avez plus d'ovocytes à préparer, vous avez atteint la ménopause, tout ceci s'arrête, la production d'œstrogène aussi, et là on repasse sur la diapositive d'après, c'est-à-dire le reliquat persistant d'œstrogène lié au surrénal. Ça a l'air comme ça rébarbatif, mais vous verrez que c'est une implication directe derrière dans les possibilités de traitement. Hop, hop et hop. Petit 1, comment les hormones féminines fonctionnent. Petit 2, qu'est-ce que c'est que le sein? Le sein adulte, donc une fois qu'il y a une imprégnation hormonale, c'est un juste milieu entre trois composants.
La peau, dont je ne parlerai pas. Les cancers de la peau du sein, c'est des cancers cutanés, c'est des cancers dermatologiques, ce n'est pas un cancer du sein. La glande elle-même, qui a été stimulée par les hormones, c'est ce qui représente quasiment tous les cancers du sein. C'est donc des adénocarcinomes, des cancers issus de la glande mammaire. Et la graisse, qui va aller entourer le côté glandulaire, qui se cancérise très rarement, ça donne à ce moment-là des sarcomes, souvent des liposarcomes. Ça représente moins d'1% des cancers du sein. On va se concentrer sur ce qui est réellement ce qu'on appelle le cancer du sein, donc l'adénocarcinome du sein. Et cet adénocarcinome du sein, il va naître un peu à la jonction de deux unités, ce qu'on appelle les lobules, qui sont un peu les culs-de-sac au fin fond de la canalisation du sein, qui sont responsables de la production du lait, puisqu'après tout, le sein ne sert qu'à ça. Notre société européenne l'a mis en avant pour l'esthétique, pour tout ce qu'on veut. Le sein est une unité de production de lait après la grossesse jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. C'est physiologiquement le seul rôle qui lui est demandé et biologiquement parlant, il n'est créé que pour ça. Pour répondre à la stimulation hormonale, pour au moment de l'accouchement, pouvoir commencer à produire du lait. Ces lobules vont produire le lait qui va ensuite partir dans des petits canaux qui vont petit à petit se rejoindre pour atteindre le mamelon et donc émettre le lait à l'extérieur pour que le bébé puisse se nourrir. On les appelle les canaux galactophores. Là aussi du grec galactos, le lait, et phoros, je fais passer, je conduis, les conduits à lait. Cette zone-là est la zone qu'on estime être aujourd'hui la zone de départ des cellules cancéreuses et du coup, suivant la façon dont elle va s'orienter, elle peut aller produire soit des carcinomes lobulaires, les moins fréquents, qui ressemblent plutôt aux cellules des lobules, soit plus fréquemment ce qu'on appelle des carcinomes canalaires, donc qui ressemblent plus à l'organisation des canaux qui transmettent le lait. Pourquoi y a-t-il un lien entre hormones et cancer du sein ? Eh bien justement parce que le cancer du sein, la cellule qui devient cancéreuse dans le sein, elle est issue d'une cellule normale du sein. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule normale qui a perdu tous ses verrous de bonne conduite, ce qu'on appelle les règles de l'homéostasie. Je ne vais pas me multiplier si mes voisins n'ont pas besoin que je me multiplie. Je suis ici, je reste ici. Ce n'est pas un globule blanc, il n'a pas besoin de circuler dans tout l'organisme. Donc la cellule normale de la glande du sein reste à l'endroit où elle est née. Et je suis là soit pour produire du lait, soit pour conduire le lait jusqu'à l'extérieur. Ces cellules-là peuvent perdre leur verrou de bonne conduite et devenir cancéreuses. Mais elles sont originaires au départ d'une cellule du sein, d'une cellule glandulaire du sein. Et donc, au moins sur les premières phases de cancérisation, elles vont réagir comme toute cellule du sein aux différents stimuli. Et ces stimuli, il y en a deux principalement, les œstrogènes, donc l'estradiol dont je vous ai parlé, et la progestérone, avec deux rôles diamétralement opposés. Les œstrogènes font proliférer les cellules glandulaires, et c'est utile qu'une cellule prolifère, parce que sinon on resterait avec une glande prépubertaire. Si à un moment il n'y avait pas de prolifération, ce n'est pas la glande mammaire de cette taille-là d'une fillette de 8 ans qui va permettre l'allaitement d'un nouveau-né. Il faut augmenter la quantité de cellules pour qu'après il y en ait assez pour produire ce qu'il faut produire. Donc les œstrogènes font proliférer, la progestérone, elle, qui arrive plutôt en deuxième partie, fait qu'elles arrêtent de proliférer, elles vont plutôt se diriger vers la différenciation, c'est-à-dire vers le rôle qu'elles doivent tenir, dans le cas présent, soit la conduction du lait, soit la production du lait. Et tout ceci en situation post-accouchement, de postpartum, et complété par la prolactine qui est une des hormones produites là aussi par l'hypophyse, directement entretenue par le réflexe de succion. C'est pour ça qu'à une époque, les nourrices pouvaient continuer à allaiter pendant des années. Simplement, tant que quelqu'un continue à sucer un sein qui produit du lait, le réflexe se fait jusqu'à l'hypophyse qui continue à produire de la prolactine, qui continue à faire produire du lait. Et qui a là aussi un rôle de différenciation. J'entretiens ce qui a été créé jusque-là et je fais produire. Ça, la différenciation, c'est quelque chose qui est bien dans les cellules. Parce que plus une cellule est différenciée, plus elle tient son rôle
schématiquement, moins elles prolifèrent et moins elles se cancérisent. Et c'est pour ça que la balance entre le degré de stimulation lié aux œstrogènes qui va favoriser la prolifération des cellules sans les différencier et des progestatifs et de la prolactine qui au contraire va les ralentir et les différencier, va être responsable d'une partie des cancers du sein. Vous voyez ici par exemple, c'est assez marquant, bon, on est sorti du modèle humain, hein, ça c'est des glandes mammaires de rate. Donc vous avez une rate vierge, avec, vous voyez, que des canaux, quasiment aucun lobule pour produire du lait. Et vous voyez ce qui se passe au moment de la grossesse, ces lobules se sont multipliés partout, hein. Vous avez un bourgeonnement au bout de tous ces canaux, et pendant la lactation, les canaux sont noyés dans la quantité de lobules qui produisent le lait, parce que le rôle du sein à ce moment-là est vraiment de produire du lait. Avec un retour quasiment à la période vierge après le sevrage, puisque là, les lobules n'ont plus de raison d'être hyper stimulés et de produire énormément de lait. En pratique, on le verra juste après, tout ce qui va aggraver cette balance entre les œstrogènes qui ont tendance à stimuler et à faire proliférer les cellules du sein et la progestérone qui a tendance à l'apaiser, va être procarcinogène, va avoir tendance à augmenter le risque de cancer du sein. Ce cancer du sein, il est fréquent hein, quand on y regarde. Alors après, ça dépend si on regarde TF1, France 2, France 3 ou la source qu'on lit. C'est entre une femme sur 9, une femme sur 8, 11%, enfin vous le tournez comme vous voulez. Mais plus d'une femme sur 10, plus de 10% de la population féminine fera au moins un cancer du sein dans sa vie. Je dis au moins parce que si on est guéri d'un premier cancer du sein quand on a 40 ans, et qu'il nous reste 40 ou 50 ans à vivre, on est exposé au fait d'en faire un deuxième, hein, simplement avec le temps qui passe. Le cancer, c'est aussi une pathologie du temps qui passe. Plus les cellules ont le temps de se diviser, plus elles ont le temps de gagner des anomalies qui elles-mêmes vont s'accumuler les unes avec les autres jusqu'à atteindre ce seuil critique de cancérisation. Pour ça qu'en dehors des tumeurs très pédiatriques, très particulières de la petite enfance, les tumeurs pédiatriques, qui sont des tumeurs qui n'ont rien à voir avec les tumeurs de l'adulte, l'incidence, donc l'augmentation du nombre de cancers se fait avec le temps qui passe, avec l'âge qui passe. Il est fréquent ce cancer, hein, c'est plus d'un cancer de la femme sur 3, donc plus de 30% des cancers de la femme. Et vous voyez, en France, on est à peu près 50 000 nouveaux cas par an, c'est quand même très important. Après, les épidémiologistes, ceux qui sont en train de décrire les choses dans la population, ont toujours tendance à chercher le premier, le deuxième, etc. C'est le premier cancer du sein, premier cancer chez la femme. C'est le deuxième cancer tout confondu derrière le cancer de la prostate chez l'homme. Qu'est-ce qu'on peut voir depuis 1980, donc à peine une grosse trentaine d'années, il y a plus de 2 fois plus de cas de cancer du sein diagnostiqués. Donc ça c'est terrible, on se dit oulala, mais c'est une épidémie. Et le cancérologue que je suis, c'est peut-être un peu cynique, mais va dire en parallèle, la mortalité elle est identique. Ça c'est plutôt une bonne chose. C'est toujours beaucoup trop de morts par cancer, toujours beaucoup trop. Mais en parallèle, ça veut dire que si vous avez 2 fois plus de cas diagnostiqués, mais qu'il n'en meurt pas plus, c'est qu'on guérit 2 fois mieux quand même. C'est que la chance de guérir est d'autant plus augmentée, puisqu'on n'a pas réussi, on n'a pas fait augmenter de manière proportionnelle la mortalité. On a encore à gagner, très clairement, mais vous voyez ici dans les années 80, vous aviez à peu près 55 nouveaux cas pour 100 000 personnes, et 20 décès, alors que vous êtes toujours autour de 20 décès pour 100 nouveaux cas. Donc on est à peu près à 80% de guérison actuellement dans le cancer du sein. On peut faire mieux. C'est aussi à ça que sert Octobre Rose, à sensibiliser, à essayer de diagnostiquer plus précocement ces cancers pour augmenter les chances de guérison. L'incidence augmente avec l'âge. Et vous voyez qu'elle décroche énormément entre 40 et 50 ans. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le dépistage se concentre dans cette population-là, puisque c'est la population où vous avez le plus de chances de diagnostiquer. Allez essayer de diagnostiquer un cancer du sein dans la population de 25 à 30 ans, c'est exposer des centaines de milliers de femmes à un dépistage.
qui n'est pas fiable à 100%. Il y a parfois des résultats qui nécessitent des biopsies qui ne sont pas cancéreux à la fin. Et en parallèle, trouver très peu de personnes à qui on va rendre service. Donc le dépistage, la zone de dépistage, c'est toujours un juste milieu entre les risques d'inquiéter pour rien, les désagréments et ce qu'on attend comme bénéfice pour cette population. Et dans cette population au-delà de 50 ans, de 50 à 75 ans, globalement, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit aussi que les âges les plus importants, les plus avancés de la vie, voient une incidence qui stagne, mais une mortalité qui augmente énormément. Pourquoi? Entre autres parce qu'on laisse traîner, on ne va pas consulter et on est diagnostiqué à des stades plus avancés de la maladie, donc avec un pronostic beaucoup plus réservé. L'autre explication pouvant être aussi on va dire, aux contraintes des traitements chez les personnes âgées, mais c'est surtout par un retard au diagnostic. Donc ne jamais oublier, quel que soit son âge, si on sent quelque chose de pas normal, d'en parler, de discuter et si besoin d'avoir un diagnostic. Comment essayer de faire mieux? La première chose, c'est avant tout de découvrir plus tôt. Là, je suis désolé, je m'éloigne un tout petit peu des hormones, mais c'est octobre rose, après tout, je ne vais pas bouder mon plaisir. Découvrir un petit peu plus tôt, plus on découvre tôt une tumeur, moins on a de risques, qu'elle soit métastatique ou micrométastatique, plus on a de chances de guérison. Ça va du tout simple examen clinique, une fois par mois, après la douche, je vérifie qu'il n'y a rien qui a changé dans mes seins, qu'il n'y a rien qui a changé sous mes bras, au suivi gynécologique annuel. Ça, c'est déjà, quel que soit l'âge, c'est quand même 2 éléments qui permettent de faire un premier filtre et de ne pas laisser évoluer des formes extrêmement développées de la maladie. Ensuite, pour la mammographie, donc la campagne nationale se situe entre 50 et 74 ans, tous les 2 ans, pour compléter l'examen clinique, pour essayer de diagnostiquer encore un peu plus tôt, parce que si on veut quelque chose d'analogique, bon, c'est pas la relation au centimètre près, ça c'est pas la taille de la découverte fortuite, mais on sait que plus on va aller vers la mammographie ou sur les auto-inspections régulières, très régulières mensuelles par exemple, plus on aura des diagnostics précoces, moins on aura de risque d'une diffusion au ganglion, de métastases et de risque de décès. La mammographie, voilà ce que ça peut donner, ce genre de petite tumeur qui fait moins d'1 centimètre, même à la main, on a du mal à la diagnostiquer en étant un spécialiste du sein. Donc ça permet des diagnostics très précoces avec des chances de guérison bien au-delà des 80%. Ça mérite d'être généralisé. Pour autant, quand on regarde la couverture nationale, c'est national comme programme. C'est national, c'est un dépistage de masse, donc dès que vous passez les 50 ans, vous recevez à la maison votre petit courrier, vous avez passé 50 ans, tenez un bon pour aller faire tous les 2 ans une mammographie au centre de dépistage. Et tous les 2 ans, on vous retanne, on vous envoie la lettre. Vous voyez, globalement, le ventre mou français, on est à 50% de couverture de la population cible. Une femme sur 2 qui pourrait bénéficier de ce type de dépistage va se faire dépister. C'est totalement insuffisant. Totalement insuffisant quand on sait que certes, personne n'est content d'avoir son sein écrasé entre 2 plaques de verre pour faire une mammographie. Ok, bon, d'accord. Mais en même temps, c'est une fois tous les 2 ans. Si ça doit permettre d'augmenter les chances de guérison, ça vaut le coup. Et c'est un peu déprimant de voir ce genre de choses. Bon, à noter que les Bretons sont beaucoup mieux structurés que nous. Nous, on tourne autour de, bon an, mal an, 45% d'adhérence. Les Bretons, ils sont à plus de 60%. Donc, il n'y a pas de raison là. On est à l'époque du régionalisme. Les Languedociens doivent mieux faire. On doit essayer d'aller au-delà. Quand même pas la mer à boire. C'est moins compliqué qu'une coloscopie. Donc si j'ai bien un message à dire, c'est quand même la couverture actuelle en termes de mammographie de dépistage est large. Essayez d'y adhérer. Bon, ça c'est américain et je ne suis pas sûr que ça marche aussi bien quand même qu'une bonne mammographie. On a la chance d'avoir à la fois les moyens et la couverture de le faire, donc voilà, vous n'avez pas d'excuses, faites-le. Si on revient maintenant aux hormones, une fois que j'ai passé ma petite tirade contre les 50% d'abstentionnistes, non plus électoraux, mais de dépistage, globalement, les facteurs de risque de cancer du sein, ils vont tenir à ce que je vous disais tout à l'heure, le temps qui passe. Plus le temps passe, plus nos cellules ont eu le temps de faire des divisions cellulaires. Chaque division cellulaire, il faut le voir, la division cellulaire, c'est un petit peu comme les moines copistes. Pour ceux qui se rappellent du nom de la rose,
La cellule contient une quantité d'ADN phénoménale avec une quantité d'informations génétiques phénoménale, et chaque fois qu'elle va se diviser, il faut qu'elle recopie cette information pour transmettre de manière fidèle à ces deux cellules filles la même information qu'elle possédait. Donc elle a toute une machinerie qui gentiment va recopier ce qui est inscrit pour en faire deux copies fidèles. Chaque fois, c'est des mètres et des mètres et des kilomètres d'ADN qu'il faut dupliquer. C'est facile de faire une petite erreur. 99% de ces erreurs-là sont reconnues et réparées. Mais le 1% qui reste, s'il tombe sur une zone qui ne sert à rien ou qui ne change rien, tant mieux. Les deux cellules filles auront eu une anomalie qui n'impactera pas. Si ça tombe sur un gène qui est vital pour ces règles de l'homéostasie, ces règles de bonne conduite, on peut commencer à faire le lit à une cellule précancéreuse. Avec le temps qui passe, les filles des filles des filles de cette cellule précancéreuse peuvent avoir une deuxième anomalie, puis une troisième, puis une quatrième. Donc c'est vrai pour quasiment tous les cancers, le temps qui passe augmente le risque de faire un cancer, simplement parce que nos corps vieillissent. Le second point qui là est spécifique au cancer du sein, c'est l'imprégnation hormonale tout au long de la vie. Donc globalement, ce que j'ai mis après, Donc globalement, tout ce qui va être plus d'œstrogène que de progestérone, et ça, dans la vie d'une femme, c'est quand même très large. C'est de la puberté à la ménopause, tout ce qui n'est pas grossesse et lactation. Donc je vous laisse deviner ce qui est en train de se passer dans nos sociétés occidentales, où on a de moins en moins d'enfants par femme, où on les a de plus en plus tardivement, où on les allait de moins en moins parce qu'il faut reprendre le travail. On a une période d'hyperœstrogénie relative qui est de plus en plus importante et qui explique une bonne partie de ces cas qui augmentent de cancer du sein. Bon, chez l'homme, comme je vous le disais, moins de 1% des cancers du sein, ça pose d'autres problèmes, puisque là, le côté hormonal n'est pas directement responsable, il n'y a quasiment pas d'œstrogène chez l'homme. Le tissu du sein vieillit, comme chez la femme, il est moins exposé, donc c'est moins fréquent. Il y a plus de cas de cancer d'origine génétique, par contre, chez l'homme. Dans ces 1% de cas des cancers du sein chez l'homme, il y en a quasiment 1 sur 2 qui est lié à une mutation BRCA1 ou BRCA2. Qu'est-ce qui peut aussi jouer là-dessus? L'administration d'œstrogènes. Bon, l'administration d'œstrogènes, au-delà de ce qu'on produit, ça va être quoi principalement? Ça va être le traitement hormonal substitutif de la ménopause, qui serait mal contrebalancé par les progestatifs. Donc on essaie de plus en plus d'avoir une bonne balance entre l'effet des œstrogènes et de la progestérone dans ces traitements-là. Ça augmente quand même le temps d'exposition totale aux œstrogènes, donc c'est un facteur de risque qui nécessite d'être suivi, dépisté plus régulièrement. On va aussi évoquer la pilule contraceptive. Bon, la pilule contraceptive, pour moi, la situation est assez claire de nos jours. Toutes les études qui regardent les pilules de nouvelle génération ne mettent pas en évidence de réels effets augmentant le taux de cancer du sein. Par contre, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend la pilule? On a son enfant quand on veut et le nombre qu'on veut. Donc c'est souvent qu'on a moins d'enfants et qu'on les a souvent soit plus tôt, soit plus tard, mais à des périodes un peu décalées. Donc on rejoint le côté contrôle de naissance, diminution du nombre de grossesses et augmentation de la période d'œstrogénie relative. Donc globalement, les risques classiques de cancer du sein, c'est facile de les avoir. L'âge des premières règles, on n'y peut pas grand-chose. La date de la ménopause, statistiquement en France, la ménopause arrive à 51 ans. C'est une moyenne française. On sait qu'au-delà de 55 ans, ça a tendance à augmenter le risque. La nulliparité, donc le fait de ne pas avoir eu d'enfants, ce qui est l'extrême du fait d'avoir peu d'enfants, d'en avoir pas du tout. La première grossesse tardive. Pourquoi? Parce que plus vous mettez du temps à faire votre première grossesse, plus les cellules ont du temps pour démarrer avant d'avoir cette première phase où les progestatifs vont être devant les œstrogènes. Donc tout ça, on reconnaît globalement la dérive, il n'y a rien de péjoratif, mais la dérive démographique que l'on voit dans nos sociétés européennes depuis un peu moins d'un siècle. Le traitement hormonal substitutif, globalement, tout est résumé dans la première phase, beaucoup d'études, peu de certitudes. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on ait un bon
une bonne contrebalance par les progestatifs quand on va mettre une hormonothérapie substitutive par œstrogène, qu'il faut les dépister régulièrement pour, si jamais il y en a un qui arrive, le diagnostiquer à un stade plus précoce et pour ainsi diminuer le surrisque lié au traitement hormonal substitutif. Il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce traitement hormonal substitutif? Est-ce que c'est... Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein. Chaque personne a son vécu, mais est-ce que c'est lié à du confort, entre guillemets, pour une ménopause qui ne se passe pas bien avec beaucoup de bouffées de chaleur? Ou est-ce que c'est lié à une insuffisance ovarienne précoce avec une patiente qui va se retrouver ménopausée parce que ses ovaires ne fonctionnent plus à l'âge de 30 ans, ce qui a quand même un certain impact à la fois en qualité de vie, mais aussi au niveau du vieillissement des tissus dépendants des hormones, comme les os par exemple, les artères, etc. Donc, la discussion, chaque fois, se fait en fonction du risque de cancer, de la durée du traitement antérieur et du pourquoi on l'a prescrit. Si c'est pour essayer de contrebalancer une ostéoporose qui a déjà fracturé, si c'est pour une insuffisance ovarienne précoce, ou si c'est simplement pour se sentir jeune. Les hormones sexuelles, chez l'homme comme chez la femme, étant de merveilleux produits dopants. Ça, c'est sûr que, pareil pour les hommes sous androgènes, on se sent en pleine forme. Ça met un grand coup de fouet. Le problème, c'est que ça va lancer des machineries cellulaires qui, elles-mêmes, peuvent avoir en ricochet des effets éventuellement sur le développement de cancer. Au niveau hygiène de vie, ce qu'on sait aussi, c'est que l'excès pondéral est corrélé à l'augmentation de risque de tous les cancers, globalement. Et à peu près tous les cancers sont favorisés par le surpoids. Le cancer du sein et de l'utérus, du corps de l'utérus, probablement encore un petit peu plus, notamment à cause de l'aromatase. Je vous disais qu'on la trouvait avant tout dans les tissus graisseux. Et donc les patientes en surpoids ont un taux basal d'œstrogène post-ménopausique un peu plus élevé que les patientes en poids normal ou en état de poids inférieur à la normale. Après, c'est ni tout blanc ni tout noir, mais c'est vrai que c'est des populations un peu plus à risque. Et ça se retrouve, là c'est l'explication directe vis-à-vis de l'aromatase, mais ça se retrouve aussi vis-à-vis de cancers non hormonodépendants par d'autres mécanismes de stimulation, notamment de stimulation d'hormones et de facteurs de croissance proches de l'insuline qui vont être fabriqués en plus grande quantité dans cette population. L'alimentation, une alimentation, bon, c'est pas moi qui vais aller contre le plan cancer, hein. Manger, bouger, donc bouger régulièrement, des fibres et des fruits et légumes frais, c'est toujours mieux que de manger des cochonneries. Dans le cancer du sein, ce qui semble éventuellement, avec 3 points de suspension, corrélé au risque de cancer du sein, c'est le fait de se gaver de phytoœstrogènes, donc des quantités massives d'œstrogènes d'origine végétale, par exemple des patientes qui ont complètement interrompu la prise de produits lactés et qui se sont rabattues sur des quantités colossales de lait de soja ou de dérivés du lait de soja, très riche en œstrogènes d'origine végétale et qui va pouvoir produire un signal de type œstrogénique. Donc bon, il ne faut pas être paranoïaque non plus, hein, ce n'est pas le fait d'être allé manger au restaurant chinois une fois par semaine qui va exposer à ce genre de choses, mais il faut faire attention. On entend parler des méfaits des produits laitiers et des bienfaits des laits d'origine végétale. L'excès de zèle est souvent cause de soucis, et ça en est un bel exemple. À une époque, au moment de la ménopause, pour lutter contre les bouffées de chaleur, on disait allez-y, buvez du lait de soja à fond. Oui, ça marche. Ça marche parce que c'est une hormonothérapie substitutive. Certes un peu moins puissante que le fait de mettre un patch aux œstrogènes, mais quand même vous remontez votre taux d'œstrogène circulant. Qu'il soit d'origine végétale ou produit par vous-même ou animal ou chimique, au niveau des cellules de la glande mammaire, c'est le même effet. De là, donc, vous avez un tissu qui dépend des hormones, un tissu qui, tout au long de la vie d'activité génitale, va avoir une stimulation plus ou moins importante par les œstrogènes. Ça, c'est le côté, je dirais, épidémiologique. Population, j'explique le pourquoi et le comment. Est-ce qu'on peut s'en servir dans le cancer du sein comme arme anticancéreuse? Tout à fait. Et ça,
Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'à peu près les 2/3 des cancers du sein, quand on les examinait en microscopie, expriment de manière très intense les récepteurs aux hormones féminines, que ce soit les récepteurs aux œstrogènes ou les récepteurs à la progestérone. C'est surtout les récepteurs aux œstrogènes qui vont nous intéresser, puisque comme je vous le disais en préambule, le fait d'aller stimuler les œstrogènes, d'aller stimuler ces cellules-là, les font proliférer. Et dans le cancer, la prolifération, globalement, c'est ce qui est dangereux. Parce que si vos cellules prolifèrent vite, leur masse va augmenter, elles vont métastaser, elles vont donner des métastases qui vont grossir, et c'est là qu'on a des soucis. La différenciation des cellules en cellules gentilles, globalement, ce n'est pas tellement une inquiétude. C'est surtout le fait de les stimuler, de les faire proliférer. Et vous voyez ici, par exemple, ça c'est des biopsies de cancer du sein. On ne voit pas les cellules, la membrane des cellules parce qu'elle n'est pas marquée spécifiquement, mais chaque noyau de ces cellules-là, tous ces points noirs, est intensément marqué par un anticorps anti-récepteur aux œstrogènes. Ces cellules-là, dans ce cas-là, sont bourrées de récepteurs aux œstrogènes et attendent les œstrogènes circulants pour les capter sur le récepteur, se stimuler et s'aider comme un produit dopant à se multiplier, à pousser plus vite, à se développer, à donner des métastases. Donc ça, on ne le sait pas d'avance. On a besoin de le voir sur la biopsie de la tumeur. Et à partir de là, ça sera un des premiers nœuds de classement du cancer du sein. Est-ce qu'il exprime ou pas les récepteurs aux hormones? Schématiquement, est-ce que j'ai un levier de traitement vis-à-vis de ce cancer en jouant, c'est pas un jeu, mais en allant moduler l'activité œstrogénique dans cet organisme pour aller bloquer ces cellules cancéreuses. 70% des cancers du sein, ça représente quand même une bonne partie de la population. Personne ne choisit quel sous-type de cancer on a au diagnostic, mais c'est vrai qu'on peut, avec ce genre de traitement, rendre service aux 2/3 des patientes atteintes d'un cancer du sein. Alors, comment faire? On peut faire de plein de façons différentes, globalement. Là, vous voyez, il y a des progestatifs, des analogues de la LHRH, des inhibiteurs de l'aromatase. On va les décortiquer que petit à petit. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est ça, c'est qu'au final, ce qu'on veut, c'est que le récepteur aux œstrogènes soit bloqué, ne produise plus sa stimulation de la cellule cancéreuse et donc la fasse s'arrêter. Dans le pire des cas, la fasse s'arrêter. Un cancer qui ne grossit plus, c'est déjà un cancer qui ne produit pas plus de dégâts. Et dans le meilleur des cas, faire mourir tout, ça c'est le cas idéal, ou partie de ces cellules, parce qu'on leur a enlevé leur combustible principal, leur stimulant principal, et les faire mourir d'assèchement, entre guillemets. Comment faire? Première voie, les œstrogènes circulent dans l'organisme, rentrent. Les œstrogènes, c'est ce qu'on appelle des hormones stéroïdiennes, comme les androgènes, comme la cortisone. C'est des hormones, entre guillemets, graisseuses, lipophiles. Elles n'ont pas peur du gras. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça explique que ces hormones-là, elles n'ont aucun souci pour rentrer dans les cellules. Les cellules sont entourées d'une membrane qui est une membrane graisseuse, elles la traversent, elles n'ont aucun souci. Elles traversent la membrane du noyau, elles vont jusque dans le noyau trouver le récepteur aux œstrogènes, elles se mettent sur ce récepteur, elles l'activent, et le récepteur, lui, va aller se lier à l'ADN et créer une stimulation de la cellule cancéreuse, une prolifération de cette cellule. Première voie d'action, le tamoxifène. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas trop jeunes, vous comprendrez la nuance, on en boit presque plus de nos jours, mais le tamoxifène, c'est le Canada Dry, globalement, des œstrogènes. Ça ressemble à un œstrogène, ça a le goût d'un œstrogène, ça a la tronche d'un œstrogène, mais ça n'a pas l'effet d'un œstrogène. Ça va se mettre sur les récepteurs aux œstrogènes, et pour les cellules du cancer du sein, ça va occuper la place sans créer un effet de stimulation lié aux œstrogènes. Ça va occuper la place et empêcher l'œstrogène d'y aller. Donc globalement, vous inactivez les gènes qui sont liés aux œstrogènes dans les glandes mammaires et vous empêchez cette stimulation. Le tamoxifène, c'est le produit le plus ancien puisqu'il est disponible depuis plus de 40 ans. Il a l'énorme avantage d'être de prise orale, donc c'est un comprimé, c'est quand même moins pénible que d'autres formes, et il a rendu beaucoup de services. Il a certaines limites parce que c'est ce qu'on appelle un agono-antagoniste. Il n'a pas tout à fait les mêmes effets en fonction des tissus.
Les récepteurs œstrogéniques dans le sein, ce qu'on appelle les récepteurs qui dépendent du module AF2, vont être inactivés par le tamoxifène, alors que d'autres tissus comme l'endomètre, le tissu de l'utérus, va être plutôt stimulé comme un œstrogène au niveau d'un récepteur qui va contenir le tamoxifène. C'est pour ça que les patientes qui sont sous tamoxifène ont besoin d'avoir une échographie utérine régulière pour vérifier qu'il n'y a pas d'hyperstimulation au niveau de l'endomètre par ces effets paradoxaux. Ceci dit, qui sont négligeables en quantité par rapport à l'impact énorme qu'on a au niveau des glandes mammaires quand on traite un cancer du sein, que ce soit en post-opératoire ou sur une situation de métastase. Donc première étape, j'occupe la place, je ne crée pas l'effet. Deuxième, les effets secondaires les plus fréquents, du coup, l'hyperplasie de l'endomètre ou le cancer de l'endomètre sont liés à cette stimulation paradoxale au niveau de l'endomètre. Le second risque qui peut être embêtant, ça double le risque de faire des phlébites. Vous allez me dire, oulala, dites donc, vous n'êtes pas rigolo, vous. Ça double. Et quand on dit ça double, il faut toujours savoir de quoi on part. Si on part d'un traitement adjuvant de cancer du sein, le fait de vivre sa vie pendant 5 ans sans rien prendre, on a 2% à peu près de risque de faire une phlébite. Sous tamoxifène, on a à peu près 4%. C'est toujours 2% en plus de trop. Maintenant, on verra un petit peu plus loin ce qu'on gagne en termes de risque de récidive et donc en chance de guérison. Vous verrez que dans la balance, ce n'est pas 2% qu'on gagne, donc ça se discute qu'à moitié. C'est plus de l'éducation, voire par contre parfois effectivement des contre-indications chez des personnes qui ont déjà fait plusieurs phlébites ou des embolies pulmonaires et qui ont déjà montré qu'elles avaient des soucis de coagulation. Dans l'immense majorité des cas, c'est plus je fais attention. Si j'ai une douleur dans le mollet, je vais consulter rapidement pour avoir un écho-doppler. Les inhibiteurs de l'aromatase, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, déjà, ils ont une limite. C'est que globalement, pour être efficace, il faut que l'aromatase soit le seul mécanisme qui explique la production d'hormones. Donc les inhibiteurs de l'aromatase, ça sert après la ménopause. Avant la ménopause, quand les ovaires produisent en grande quantité, l'inhibiteur de l'aromatase va avoir un effet négligeable. Donc les inhibiteurs de l'aromatase sont prescrits en post-ménopause ou alors après avoir arrêté le fonctionnement des ovaires de manière pérenne. Qu'est-ce que ça va faire? Eux, c'est pragmatique. Il restait une petite source de production d'œstrogène, je la coupe aussi. Je fais une super ménopause, je redescends encore d'un palier mon taux d'œstrogène. On était parti de 100% pendant la période d'activité ovarienne, on était tombé à 5%. De 5%, on va passer à 0,2%. Il y a toujours un fifrelin qui circule, mais pour la cellule cancéreuse, c'est une grosse différence et ça inactive là aussi le récepteur aux œstrogènes. Contrainte, effectivement, si on est en période préménopausique, c'est compliqué, on ne peut pas laisser fonctionner les ovaires et utiliser ce médicament. Quand on l'utilise globalement avec des ovaires qui fonctionnent, ça s'utilise, mais généralement pour déclencher les ovulations quand on veut faire des grossesses in vitro. Donc ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement. En préménopause, les inhibiteurs de l'aromatase, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Alors, j'aime pas forcément montrer des chiffres pour des chiffres, mais ça, c'est ce qu'on appelle un monument en médecine, un monument de données. C'est ce qu'on appelle la méta-analyse de Peto. C'est l'ensemble de toutes les études qui, sur les 30 dernières années, ont regardé à quel point on rendait service aux femmes à aller rajouter en post-opératoire un blocage hormonal. Et ça, c'est un ensemble de 10 000 patientes, d'accord? Donc chaque patiente, là-dedans, elle a un pronostic qui lui est propre en fonction de la taille de sa tumeur, de l'atteinte ganglionnaire, etc. Mais pour se donner une idée de ce qu'on peut gagner, vous voyez que globalement, entre quelqu'un qui prend 50 tamoxifène et quelqu'un qui n'en prend pas, on diminue de 40% le risque de faire une récidive. Donc vous allez me dire, il reste 60%. Tout à fait d'accord. Si quelqu'un me prouve qu'il peut faire mieux, je prends. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu. Et on diminue de 30% le risque de mourir d'un cancer du sein. Ça, c'est à moduler après en fonction de chaque patiente. Chaque patiente a un risque qui lui est propre en fonction de son âge, en fonction de la taille de la tumeur, en fonction de l'atteinte des ganglions, de l'agressivité de cette tumeur. Mais ce rapport de réduction du risque, il restera identique d'une patiente à l'autre.
Si votre patiente a 50% de risque de récidiver, en diminuant de 40% ce risque, on passera de 50% à 30%. Si elle a 5% de risque de récidiver parce que la tumeur est petite, qu'elle n'a pas d'atteinte ganglionnaire, on passera de 5% à 3%. C'est aussi ce qui explique que d'une patiente à l'autre, on ne va pas forcément proposer la même chose, ou on va arrêter plus ou moins facilement un traitement s'il est mal toléré, en fonction aussi derrière du risque lié au cancer qui a fait proposer ce traitement. Donc ça a l'avantage de donner une amplitude d'efficacité. Après, chaque personne est unique. On n'est pas une moyenne de 10 000 patientes. OK. Vous allez me dire, dites donc, vous n'avez pas fait d'énormes progrès, 40% de réduction. Il faut voir qu'on a un peu les mêmes données pour la radiothérapie, qu'on a les mêmes données pour la chimiothérapie, qu'on a les mêmes données pour les thérapies ciblées, et qu'après, suivant le sous-type du cancer, on peut cumuler plusieurs de ces effets qui vont faire des réductions successives. Par exemple, une tumeur qui va surexprimer HER2 et qui va être positive pour les récepteurs aux oestrogènes, on va lui faire la chimiothérapie avec un anticorps anti-HER2 plus l'hormonothérapie, et là on gagnera plus 40%, on gagnera quasiment 80% en additionnant tout. Donc il faut voir le traitement anticancéreux comme l'association de toutes ces parties. Là, simplement, entre guillemets, le fait de bloquer la stimulation de ce récepteur, vous gagnez 40% de risque de récidive sur le risque qui vous restait après les autres traitements. Dernièrement, et ça je l'ai rajouté parce que ça faisait partie des questions récentes qui sont arrivées, c'est poser la question chez les patientes jeunes qui ont encore un fonctionnement des ovaires, ce que je vous disais tout à l'heure, l'intérêt d'aller bloquer les ovaires pour pouvoir déjà assécher la production des oestrogènes ovariens, voire changer aussi et rajouter un inhibiteur de l'aromatase plutôt que du tamoxifène. Ça, c'est possible que chez les patientes, si les patientes sont relativement jeunes et si à la fin du traitement adjuvant complémentaire du cancer du sein, elles ne sont pas déjà ménopausées. Sinon, aller bloquer chimiquement des ovaires 6-5 ans après, de toute façon, elles sont ménopausées, c'est un peu leur infliger des piqûres dans tous les sens pour rien changer à la fin. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, ce qu'on voit globalement dépend de la façon dont on lit les choses. On est par rapport à du tamoxifène tout seul chez des patientes jeunes, on est à 30% globalement de réduction du risque de récidive à aller faire un blocage de la fonction ovarienne et faire un inhibiteur de l'aromatase. Je vous demande quand même de faire attention, puisque vous voyez ici ce que ça représente. Dans cette population-là, ça faisait gagner un peu moins de 4% de chances de ne pas récidiver à 6 ans. Donc, on ne s'adresse plus à la même population que ces patientes-là. Bon nombre de ces études-là ont été faites à l'époque où on ne croyait pas à la chimiothérapie adjuvante, parce que là, en plus de cette diminution liée à l'hormonothérapie, aujourd'hui on a la diminution liée à la chimiothérapie, à la radiothérapie, aux thérapies ciblées. Donc le pronostic global de la population augmente, et il faudra se poser la question avec chaque patiente jeune, puisque là se pose la question de bloquer des ovaires chez quelqu'un de jeune, puisque c'est la question de la sécrétion hormonale ovarienne. Chez ces patientes jeunes, la question de à quel point votre tumeur est agressive, à quel point ça vaut le coup de vous donner les effets secondaires d'une ménopause précoce, même si elle ne va durer que quelques années, par rapport au complément de bénéfices qu'on va apporter pour les chances de guérison de votre tumeur. Donc ce n'est pas systématique, on commence à avoir des données de la littérature là-dessus. Certaines personnes vont avoir un traitement d'hormonothérapie complémentaire, pas qu'un anti-hormone par voie orale, mais aussi un blocage de la fonction ovarienne. C'est vraiment à discuter au cas par cas sur ce qui est permanent en médecine, l'efficacité d'un côté, qu'est-ce qu'on a à y gagner, et la tolérance. Une patiente de 30 ans qu'on ménopause brutalement pendant 5 ans, en termes de qualité de vie, c'est pas génial non plus, il faut que le jeu envahisse la chandelle. Les effets secondaires les plus fréquents des inhibiteurs de l'aromatase, c'est les effets d'une superménopause. À la ménopause, qu'est-ce qu'on a? Des bouffées de chaleur, ça augmente le risque de bouffées de chaleur. On est tout rouillé. Ça, on n'en parlait pas parce qu'on disait, c'est l'âge. Et puis, avec l'arrivée des inhibiteurs de l'aromatase dans le traitement adjuvant des cancers du sein, on s'est rendu compte que par rapport au tamoxifène qui avait moins d'effets à ce niveau-là, les inhibiteurs en avaient plus. Donc, on a gratté un peu plus.
On s'est rendu compte en rhumatologie qu'il suffisait de poser la question. Effectivement, au moment de la ménopause, vous avez 30% des patientes qui vont développer des douleurs musculo-squelettiques, articulaires, sans que si vous faites la radio, il y ait de l'arthrose ou des choses comme ça. Simplement parce que les oestrogènes ont un petit côté produit dopant pour les récepteurs à la douleur des articulations. Et du coup, quand il y a des oestrogènes, on se sent mieux. Et puis quand ils diminuent, on se sent moins bien. Les inhibiteurs de l'aromatase faisant un palier supplémentaire, c'est vrai que le temps que le corps retrouve un équilibre, il y a plus de bouffées de chaleur, il y a plus de raideur. Et après, ça finit par trouver un juste milieu. Risque de diminuer la densité osseuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, une partie des traitements hormonosubstitutifs de la ménopause sont indiqués à cause de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce que les oestrogènes aident le calcium à rester fixé sur l'os. Donc si vous diminuez encore un peu plus le taux d'oestrogène, vous augmentez un peu le risque au niveau de l'ostéoporose. Pour ça qu'il est logique dans ces cas-là d'apporter de la vitamine D et du calcium et de vérifier tous les 2 ans que l'os se porte bien. Ce n'est pas une fatalité, c'est un risque qui nécessite d'être surveillé. Et chez certaines personnes à tendance hypercholestérolémique, ça peut aider à faire monter le cholestérol, c'est assez marginal. C'est surtout dans la vie de tous les jours, les bouffées de chaleur et les douleurs ostéo-articulaires qui nécessitent d'être aidées le temps que ça passe pour permettre au traitement d'avoir sa pleine efficacité. Si on voulait synthétiser tout ça, le cancer du sein, c'est très fréquent. Une femme sur 8 à une femme sur 9, c'est quand même extrêmement fréquent. C'est dépistable et on a une corrélation directe entre le stade de la maladie et les chances de guérison. Et donc, c'est curable. C'est curable dans à peu près 80% des cas, et d'autant plus qu'on s'adresse à une tumeur petite qu'on va traiter énergiquement. En plus, ça a la chance d'avoir un lien direct, une sensibilité hormonale dans 70 à 75% des cas, donc un angle d'attaque supplémentaire par rapport à d'autres tumeurs qui n'auraient par exemple que la chimiothérapie. Donc ça nécessite à la fois de savoir poser l'indication, ou l'indication de ne pas faire d'hormonothérapie dans certains cas. Ça nécessite aussi de bien accepter le principe de comment ça marche, pourquoi ça marche et pourquoi les effets secondaires, pour trouver le juste milieu et faire qu'on arrive à tolérer ce traitement qui, même s'il n'a pas la même intensité d'effets secondaires que la chimiothérapie, se prend plus longtemps, se prend tous les jours et dans un nombre pas négligeable de cas est arrêté à l'insu du médecin parce qu'on en a marre et qu'on trouve que ça nous fatigue, alors même qu'il n'a pas eu le temps de donner son plein bénéfice qui en post-opératoire est quand même un bénéfice en termes de guérison. Je vous remercie.